Le protagoniste naquit un jour de violentes tempêtes et de vents hurlants, et reçut la légendaire bénédiction de l'esprit du vent. Dès son plus jeune âge, il pouvait invoquer ce pouvoir, laissant son entourage stupéfait. Tous disaient qu'il possédait un talent exceptionnel pour la magie et qu'un jour il deviendrait le mage le plus important du royaume. Tout ce qu'il désirait, c'était rendre sa famille fière et vivre une vie paisible. Mais la réalité le frappa de plein fouet. Une terrible tragédie détruisit tout ce qu'il aimait le plus, et il découvrit que le bonheur avait un prix exorbitant, un prix de sang. Après avoir porté ce fardeau insupportable pendant si longtemps, le protagoniste trouva enfin la seule solution logique, traquer et éliminer ceux qui avaient maudit sa vie. Quelques années plus tard, dans le village de Ratville, situé dans le royaume de Terris, des villageois cherchaient quelque chose, mais en vain. Une femme pleure de désespoir, se lamentant de n'avoir rien trouvé et de regretter d'avoir passé une journée de plus. Un homme du groupe s'inquiète beaucoup, se demandant où tout a bien pu disparaître. Soudain, un voyageur apparaît et demande s'il y a une auberge près du village. L'habitant s'excuse et explique qu'un incident s'est produit, rendant difficile l'accueil de visiteurs pour le moment. Il lui suggère de se rendre dans la ville voisine. Après avoir entendu cela, il demande ce qui s'est passé et remarque qu'il semble chercher quelque chose. Il ajoute qu'il pourrait peut-être les aider à résoudre leurs petits problèmes. Il prend une pause théâtrale, le vent soufflant autour de lui, et se présente comme le mage du vent. Le villageois, complètement déconcerté, gâche l'ambiance. Il le remercie pour sa gentillesse, mais doute de sa capacité à les aider. Le voyageur, un peu gêné, leur demande s'ils savent seulement ce que sont les mages. Une femme répond qu'elle a entendu dire, dans son enfance, que les mages étaient dangereux. Mais il rétorque qu'elle se trompe complètement. Il commence alors à expliquer ce qui définit véritablement un mage. Il explique que les mages sont capables de contrôler une force insondable appelée magie. Selon lui, la magie peut déplacer des rochers de la taille de maisons, et même modifier le cours de fleuves immenses. Il ajoute que la magie peut même sauver ceux qui sont sur le point de mourir, accomplissant des choses qui dépassent les limites humaines. Il ajoute que la magie élémentaire est un type particulier que très peu de personnes peuvent maîtriser. En effet, elle requiert un pacte avec les esprits de la nature, chose que seuls ceux qui possèdent une profonde compréhension des éléments peuvent accomplir. Il se vante, affirmant être un mage capable de contrôler l'esprit du vent. Qu'il n'y a aucun endroit sur Terre que le vent ne puisse atteindre. L'homme leur demande s'ils pensent pouvoir les aider, mais le villageois se demande pourquoi une personne aussi importante agirait gratuitement. Il feint d'être offensé par leur scepticisme et leur demande s'ils n'ont vraiment jamais entendu parler de lui. Le jeune homme explique alors qu'il existe quelques mages célèbres dans le monde, comme Alexis Magellan, le grand mage qui a protégé la nation. Il mentionne également Mahatma, saint vénéré des cieux. Il dit aussi Karuna, protecteur de tous les mages. Enfin, il présente le mage du VNT comme celui qui résout les problèmes des plus démunis. Il demande si personne ne connaît le mercenaire au CV gris et à l'oiseau bleu qui accepte toutes les requêtes, et un villageois finit par se souvenir de lui. L'homme confirme avec arrogance qu'il agit bien de lui, redonnant espoir aux villageois. Le jeune homme révèle alors qu'en plus des remages, il travaille aussi comme mercenaire. Il mime l'argent avec ses doigts et prévient que s'il lui offre une belle récompense, il réglera leurs problèmes. Un vieil homme du village accepte aussitôt et se précipite pour assembler la monnaie nécessaire. L'autre lui dit d'attendre, prévenant que les urgences entraînent des frais supplémentaires, tandis que le mystérieux voyageur observe la scène en silence. Hassen se déplace à l'auberge du village. À l'intérieur, l'homme commence à amasser tout l'argent qu'il a extorqué aux villageois. Il affiche un sourire avide à la vue de tant de pièces d'or, et ne cesse de bavarder sur la détresse de ses gens. L'escroc s'apprête à filer, savourant le succès de son ARN que auprès de ses campagnards naïfs. Il court à travers la forêt en riant, affirmant que c'est bien fâté pour eux d'avoir été assez naïfs pour se laisser berner par un discours aussi stupide. Mais sa fuite est interrompue par quelqu'un. Le protagoniste lui barre le passage et lui demande pourquoi il part si vite sans avoir répondu à sa demande. L'homme réalise alors qu'il s'agit du voyageur qui était au village plus tôt. Il lui dit de se mêler de ses affaires et de déguerpir, car elle est de bonne humeur et prêt à le laisser partir sain et sauf. Le protagoniste refuse et exige qu'il rende l'argent des villageois s'il n'a aucune intention de les aider. Agacé, le faux mage laisse tomber ses affaires au sol et demande à l'étranger s'il le prend pour une proie facile. Il décide alors d'en finir rapidement avec la dispute et lance un sort de couteau magique. Finalement, il prévient NT qu'il est imprudent de s'en prendre à un mage sans réfléchir aux conséquences. Il lance l'attaque de toutes ses forces, hurlate et qu'il sera le dernier mage que le voyageur verra. Cependant, le protagoniste part tout sans effort. Juste après, il voit être un véritable mage, mais s'interroge sur les raisons qui pourraient pousser quelqu'un doté d'un tel pouvoir à recourir à une arnaque aussi grossière. Le faux mage, muet de stupeur, voit son attaque repoussée. Facilement. Le protagoniste lui demande alors s'il a utilisé des phéromones pour attirer les lucioles dans le seul but de tromper les gens, et ajoute qu'en tant que véritable mage, il a profondément honte d'avoir été témoin d'une telle supercherie. Finalement, le protagoniste avertit que les mensonges de l'escroc s'arrêtent là.
Le faux oiseau bleu du fraudeur se met à piailler de panique dans sa cage, implorant de l'aide comme un perroquet. Pendant ce temps, le protagoniste commence à concentrer un puissant sort de vent dans sa main. Il explique que le véritable esprit du vent, Elkan, n'est pas un simple perroquet imitateur. Tenant l'esprit entre ses mains, il explique que cette entité représente le vent lui-même. Cette créature puissante est le roi des esprits du vent, connu de tous sous le nom d'Elkan. L'escroc panique en réalisant qu'il se trouve face au véritable mage du vent. Elkan surprend le filou en prenant la parole, plaisantant sur le fait que son déguisement ressemblait étrangement à celui de son maître naïf. Le véritable mage du vent exige qu'il rende tout l'argent du villageois s'il veut être pardonné pour sa fraude. Le fourbe se souvient avoir vu cet homme combattre autrefois sur le champ de bataille, raison pour laquelle il n'a pas besoin de réciter de sorts. Ce jour-là, des dizaines de soldats furent anéantis par un seul mage, démontrant une puissance capable d'affronter une armée entière. Il se souvient que malgré toute cette force destructrice, personne ne périt sous les coups du mage du vent lors de cette bataille. Croyant son adversaire trop faible et incapable de faire du mal par pure bonté, l'escroc dégaine un couteau dissimulé. Il feint de se rendre avec un rire forcé, promettant de remettre le lourd sac de pièces d'or sans broncher. Il rend l'argent tout en préparant une attaque surprise, persuadé que les guerriers au cœur tendre baissent leur garde bien trop facilement. Le mage du vent prend les pièces et conseille au jeune homme d'arrêter d'exploiter les autres et de gagner honnêtement sa vie. Soudain, l'escroc se jette sur lui, poignard à la main, hurlant qu'il lui suffit de s'approcher pour en finir une fois pour toutes. Mais le mage du vent réagit instantanément et invoque Eli, un esprit du vent de bas niveau. Le protagoniste se tourne alors vers l'escroc. Il utilise un sort de vent en spirale qui enserre complètement le bras du filou. Le vent tourbillonne avec une telle violence qu'il commence à tordre et à briser le bras de l'escroc sans la moindre pitié. Dans une douleur insoutenable, l'escroc pousse un cri de désespoir, une pure agonie. Il s'effondre à genoux, se tenant le bras brisé, tandis que le mage l'avertit qu'il lui faudra beaucoup de temps avant de pouvoir utiliser à nouveau la magie. Le mage du vent le saisit à la gorge, lui ordonnant de ne plus jamais tenter d'escroquerie près de lui. Il l'avertit froidement que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, le cou de l'escroc sera brisé, tout comme son bras. Terrifié, l'imposteur se lève d'un bond et s'enfuit en larmes à travers les bois. Le mage regarde le fraudeur disparaître au loin, tandis que l'esprit Elkan, sarcastique, commentaire sur la rapidité avec laquelle le type a couru pour sauver sa peau. Elkan plaisante en disant que Raenian est bien trop gentil pour se contenter de proférer des menaces sans avoir l'intention de l'éliminer, mais le mage rétorque que cet homme ne dupera plus personne. L'esprit suggère qu'il aurait été plus prudent de l'éliminer définitivement, mais le mage rejette cette idée tout en ouvrant la fausse cage à oiseaux. Il révèle qu'il aide les gens grâce à ses missions de mercenaire pour tenter de compenser les atrocités qu'il projette de commettre. C'est pourquoi il ne veut pas aggraver sa faute en ôtant la vie à un escroc aussi insignifiant. Il poursuit son chemin, déterminé à garder les mains propres jusqu'à ce qu'il trouve et élimine sa véritable cible. Le lendemain, dans le petit village de Ratville, un lourd sac rempli de pièces de monnaie est soudainement jeté sur une table en bois. Raenian annonce au couple que le mage du vent qu'ils ont engagé la veille est un escroc. Il explique l'avoir surpris en flagrant délit de tentative de fuite en pleine nuit avec leur argent. Il précise avoir récupéré le raconte et les conseille de faire plus attention à leurs futurs engagements. L'homme, complètement abasourdi, le menton appuyé dans sa main, marmonne que tout s'éclaire à présent. Il confie que le type avait vraiment l'air louche, mais qu'ils étaient trop désespérés pour se poser des questions. Raenian, silencieuse, encaisse le choc, comprenant la douleur de ces gens humbles. Le mage se dit qu'il ne peut plus retarder son voyage, mais il est interrompu par l'arrivée en courant d'une femme qui lui demande d'attendre. Elle explique qu'ils sont très pauvres et que tout le village serait anéanti s'ils perdaient cet argent. La femme lui prend la main, le remerciant de les avoir protégés et s'excusant pour leur comportement de la veille. Elle lui tend un petit paquet de provisions pour la route, précisant que c'est tout ce qu'ils ont à lui offrir. Enfin, elle souhaite sincèrement bonne chance au mage pour son voyage et lui dit au revoir. Raenian reste un instant immobile dans les bois, contemplant le colis de nourriture qu'il vient de recevoir. De retour à la taverne, les habitants déclarent n'avoir pas de temps à perdre et doivent reprendre leurs recherches. En entrant, la femme, intriguée par toute cette agitation, demande ce qui se passe. À ce moment-là, Raenian rentre dans le bâtiment pour mieux évaluer la situation. Il lève le bras avec sa prestance majestueuse, attirant l'attention de tous les villageois présents. D'un air grave, il leur demande s'ils pourraient lui expliquer le problème. L'homme raconte qu'il y a peu de temps, un enfant du village a disparu sans laisser de traces. Mais cette fois, la situation a empiré et tous les enfants du village ont disparu en même temps. Il poursuit, d'une voix triste, en expliquant que le premier enfant disparu a été retrouvé sans pouet, pire encore, son cœur avait disparu. Raenian est sous le choc. L'homme confirme que la blessure ne ressemble pas à celle d'un animal sauvage. Il explique qu'elle semble avoir été infligée chirurgicalement à l'aide d'une lame. Un souvenir du passé montre des gens paniqués fuyant les flammes. Juste après, un homme est violemment frappé dans le dos d'un profond coup de couteau sanglant.
Au milieu des flammes, une silhouette sombre ordonne froidement à Simon de faire quelque chose d'utile pour une fois. Un garçon terrifié, en larmes, est laissé pour compte au milieu de cette destruction. Il assiste, horrifié, à la vision d'un chevalier, l'épée levée, prêt à porter le coup fatal. Au même moment, une voix terrifiante lui ordonne brutalement de lui remettre son cœur sur le champ. De retour au présent, le villageois déplore que personne ne comprenne ce qui se passe et que la situation rende tout le monde fou. Raenian suggère alors que tout cela est peut-être directement lié à l'utilisation de la magie. Le couple, complètement déconcerté par cette supposition, lui demande ce qui lui fait penser cela. Le mage explique que pour ceux qui ne connaissent pas la magie, cela pourrait ressembler à une vieille légende urbaine. Il évoque la rumeur absurde selon laquelle manger le cœur d'un jeune mage conférerait des pouvoirs magiques. L'homme, perplexe, rétorque que leur village n'a absolument aucun lien avec le monde magique. Raenian explique que le monoflux s'affaiblit avec l'âge, mais que les jeunes enfants peuvent posséder un talent magique latent. Il forme alors une petite sphère de vent dans sa main et leur demande s'ils y voient quelque chose. Le mage tend sa main lumineuse pour que tous les présents puissent observer attentivement l'expérience. Le villageois répond, perplexe, qu'il ne perçoit qu'une faible lueur bleue et sent une douce brise. Le maître de cérémonie insiste, leur demandant s'ils ne voient vraiment rien dans cette lumière éclatante. Face à leur silence et leur confusion, il leur demande ce qu'ils étaient censés voir. Ils réalisent alors que les gens ordinaires ne peuvent pas voir les esprits et se demandent si un simple cœur imprégné de mana suffirait. Soudain, la femme se souvient d'un détail important et raconte qu'un événement très similaire s'est produit récemment. Elle explique que des membres de l'ordre d'Ernia sont allés de maison en maison, munis d'une étrange lanterne et posant des questions. Raenian la saisit par les épaules, visiblement tendue, et lui demande avec insistance si elle se souvient de leur visage. Voyant l'hésitation et le choc de la femme, le mage se met aussitôt à fouiller sous ses robes. Il en sort un avis de recherche plus vrai que nature et lui demande sans détour si l'homme qu'elle a vu est bien celui-là. Puis, plongé dans ses pensées, Raenian s'enfonce dans la forêt, suivant un sentier bordé d'arbres immenses. Il se déplace en silence complet, tentant de rassembler les indices recueillis au village. La femme avait révélé que les habitants ne pouvaient pas voir les visages des visiteurs, car ils portaient tous des masques étranges et prétendaient être des moines de l'ordre d'Ernia. Elle décrivit la lumière de leur lanterne comme jaune et étrange, identique à celle qu'il avait utilisée auparavant. Raenian en déduisit qu'il s'agissait d'un esprit de lumière et se demanda pourquoi l'ordre du royaume aurait mené une telle épreuve. Elken se demanda si sa cible serait réellement capable d'une telle chose ou s'il perdait simplement son temps à aider les villageois. Le mage révèle que le mystérieux Klein s'en prenait autrefois au cœur de jeunes mages. De plus, il a appris que Klein avait été aperçu récemment dans la région. Cela concorde parfaitement avec l'horrible incident de l'enfant retrouvé sans peau ni cœur. Il trouve la coïncidence troublante, mais Elken lui fait remarquer qu'il n'y aurait aucune raison pour que les autres enfants disparaissent. Après tout, aucun de ces simples villageois ne possède le moindre don pour la magie. Malgré tout, Raenian se hisse au sommet de la falaise, affirmant qu'il ne peut pas fermer les yeux. D'un pas assuré, il atteint enfin le sommet de la falaise pour commencer à fouiller minutieusement les bois. Le mage est certain qu'ils trouveront une piste sérieuse en observant les environs depuis les hauteurs. Elken demande pourquoi ils sont montés là-haut et Raenian explique que les ravisseurs n'ont pas pu aller bien loin avec les enfants. Il en conclut que les criminels ont sans aucun doute établi une cachette non loin de là. Il suppose que le village n'a pas pu les trouver car un mage les aide à se dissimuler grâce à un sort de barrière. Mais le mage se souvient que, comme l'escroc l'avait prédit, le vent peut atteindre n'importe quel endroit. Il invoque alors l'esprit inférieur, Eli, qui se multiplie instantanément en une multitude d'oiseaux du vent. Aussitôt après, Raenian se concentre tandis que les minuscules créatures filent à toute vitesse dans le ciel. Les mains jointes, il lance le sort de pistage appelé œil du vent. Les petits esprits du vent sillonnent la forêt avec rapidité, explorant chaque recoin caché des bois et partageant leur vision avec leurs compagnons. Raenian perçoit avec une clarté cristalline tout ce qu'il voit. Grâce à cette exploration spirituelle avancée, la carte mentale de la forêt se dessine peu à peu dans son esprit. De son poste d'observation élevé, il reste concentré et attentif, analysant les données transmises par les oiseaux. Soudain, l'un de ces minuscules oiseaux du vent perçoit quelque chose d'inhabituel et suit une piste étrange dans les bois. L'esprit inférieur repère une immense distorsion magique dans les broussailles et commence à survoler la zone suspecte. Le mage ouvre les yeux, surpris, et esquisse un sourire en coin, marmonnant qu'il a enfin trouvé la cachette. Il s'approche et comprend qu'ils ont réussi à dissimuler toute la structure grâce à une puissante barrière magique. Elken, enthousiaste, lui ordonne de se dépêcher et de défaire le camouflage ennemi. Le mage admet calmement qu'il ne sait pas comment faire, laissant l'esprit agacé et perplexe. Raenian explique qu'il suffit de les attirer à l'extérieur, puisqu'il est impossible de masquer complètement sa présence physique. Il étend alors le bras et invoque le puissant Elshuta, un mage de haut niveau. Esprit du vent. Elken doute fortement de ce choix, prévenant que le sort ne parviendra même pas à égratigner la barrière magique. Le mage ignore l'avertissement et lève le bras, dirigeant l'immense souffle de vent vers le ciel. Le vent d'Elshuta se rassemble en altitude et s'abat comme une lance dévastatrice sur le centre de la barrière.
Le regard intense, il hurle le nom de son attaque dévastatrice, lance cyclone. Un violent tourbillon de vent s'abat avec une force dévastatrice sur la structure de pierre dissimulée. L'impact provoque un fracas assourdissant dans la forêt, effrayant les oiseaux qui s'envolent paniqués. Complètement abasourdi par l'ampleur des dégâts, Elkin hurle de rage qu'il est complètement fou. Raignan constate les dégâts et pense qu'avec toute cette destruction, ils seront obligés de sortir. Le sol autour d'eux tremble violemment tandis que la poussière et les décombres commencent à s'accumuler sur le site. Le mage reste imperturbable face au vent violent qu'il vient de déchaîner dans la clairière. Cependant, lui et l'esprit se mettent à tousser violemment, à cause de la poussière soulevée par le sol. Des pierres et des débris de la structure détruite continuent de s'effriter lentement autour d'eux. Un épais nuage de fumée et de poussière enveloppe la vieille tour, désormais entièrement exposée. Elkin se plaint, disant qu'il aurait dû se contenter de viser le périmètre, mais Raignan réfute son raisonnement. Le mage supposait que les 15 enfants étaient cachés dans un espace souterrain bien plus vaste. C'est pourquoi la violente rafale de vent était nécessaire, réduisant au silence son esprit géniard pour de bon. Quoi qu'il en soit, il sourit et déclare qu'il semble qu'ils aient atteint l'objectif principal de la mission. Le mage dit à son esprit de ne pas s'agiter autant tandis qu'il contemple la vieille tour juste devant eux. Il se cache rapidement derrière un arbre épais pour surveiller l'entrée. Soudain, la massive porte en bois de la tour s'ouvre lentement dans un grincement sonore. Un moine vêtu d'une robe sombre et d'une capuche sort pour vérifier la cause de l'explosion. Il porte ce même masque étrange en forme de 2 mains qui lui couvre entièrement les yeux. Raignan le fixe intensément de loin, confirmant une fois pour toutes qu'il est membre de l'ordre d'Urnia. Le moine s'éloigne de la porte à pas extrêmement lents, observant les dégâts alentour, d'un pas calme. Il s'approche de l'endroit où d'énormes rochers se sont effondrés dans les bois. Profitant de la distraction générale de l'ennemi, Raignan se faufile silencieusement derrière lui à une vitesse fulgurante. En quelques secondes, il assomme facilement le moine et l'attache solidement à un arbre. Enfilant la robe sombre de l'ennemi, Raignan déclare qu'il va emprunter ce masque d'or un instant. Déguisé en moine, il se glisse discrètement par l'entrée principale de la tour. Son masque bleu. Sous sa capuche, ses yeux brillent d'une détermination farouche tandis qu'il infiltre le territoire ennemi. Arrivé devant un long escalier sombre descendant, le mage comprit que son intuition était juste. Il commença alors à enfiler l'étrange masque aux mains dorées pour parfaire son déguisement. Une fois son déguisement terminé, le mage demanda à Elkan s'il pouvait enfin descendre les marches. Les 2 hommes descendent l'immense escalier de pierre qui semble plonger droit dans les profondeurs de la terre. Le mage pose enfin le pied sur le sol solide d'une grotte étrange, grouillante de racines géantes. Il s'avance lentement dans l'obscurité, remarquant que l'atmosphère y est pour le moins singulière. Le mage observe les lieux et constate que l'immense caverne ne semble pas être d'origine humaine. Il touche un pilier et remarque que l'endroit a été entièrement formé de sève et de racines d'arbres solidifiées. Irrité par son comportement, Elkan le réprimande sèchement, lui ordonnant de ne plus toucher à rien. L'esprit explique que ces champignons lumineux sont explosifs et qu'une simple étincelle suffirait à déclencher un chaos total. Raignan demande comment son partenaire sait tout cela, et l'esprit rétorque qu'il a vécu des milliers d'années de plus que lui. Le mage exige un silence absolu lorsqu'il entend soudain une voix inconnue l'appeler dans la grotte. 2 moines s'approchent d'un pas assuré et lui demandent s'il a vu ce qui s'était passé dehors. Raignan ment avec aisance, prétendant qu'il s'agissait d'un simple glissement de terrain et qu'il n'y avait pas de dégâts importants. Le plus grand des 2 le fixe en silence pendant une seconde, l'air de trouver cette excuse plutôt louche. Il change alors brusquement de sujet, prêt à poser une autre question directe au mage déguisé. Raignan sent une goutte de sueur perler sur son front, se demandant avec anxiété si son déguisement vient d'être compromis. Cependant, le moine lui demande simplement, d'un ton étrange, ce qu'est censé être cet oiseau bleuâtre perché sur son épaule. Le mage réalise qu'il s'était tellement habitué à Elkan qu'il avait complètement oublié que la présence de l'esprit attirait l'attention. Elkan perçoit le danger et, d'un geste rapide, prend l'air d'un oiseau ordinaire et idiot. Un des moines le fixe du regard, montrant clairement sa méfiance toujours grande envers cette présence inhabituelle. L'autre moine, surpris, s'emporte et demande depuis quand il a un animal de compagnie pareil. Le moine principal le réprimande sur le champ, lui rappelant qu'il lui avait ordonné de ne plus jamais baisser sa garde ainsi. Le moine, encore sous le choc, s'excuse aussitôt, tremblant de peur après la sévère réprimande qu'il vient de recevoir. Raignan se dit que même s'il s'excuse maintenant, le chef ne laissera certainement pas tomber l'affaire. Mais le chef déclare simplement qu'il n'y a pas de temps à perdre avec des bêtises et leur ordonne de le suivre rapidement. Le mage acquiesce et tourne son regard curieux vers la boîte métallique. Le moine porte. Le chef mentionne un nouveau message tout en ouvrant la boîte, révélant un ensemble d'instruments chirurgicaux. Le message exige de toute urgence qu'ils envoient les cœurs des enfants au plus vite. Dans l'esprit de Raignan, le souvenir terrifiant de ce regard fou réclamant son propre cœur ressurgit. Le chef remarque son hésitation sur le chemin et lui crie avec colère de se dépêcher et de les rattraper. Raignan esquisse un léger sourire sous sa capuche et répond calmement qu'il est juste derrière eux, pas de problème. En descendant, il découvre une cellule sombre et humide où les enfants kidnappés sont enfermés ensemble.
Au milieu de la pénombre, une minuscule mouche bourdonne doucement près des lourdes barreaux de fer rouillé. L'insecte continue son vol lent dans l'air étouffant, se posant tout près de l'endroit où sont enfermés les petits prisonniers. Soudain, la mouche se pose sur le menton d'un homme mystérieux qui garde les enfants enfermés dans la cellule. Dans la cellule obscure, un petit garçon, qui pleurait doucement, appelle désespérément sa mère. Un autre enfant, affamé, giffasse contre terre sur le sol de pierre froide. Plusieurs autres garçons et filles, recroquevillés dans les coins de la cellule, tremblent de panique et de désespoir. Soudain, un fracas métallique retentit dans le couloir de pierre et la porte de la prison s'ouvre. Une lumière vive inonde la cellule humide, révélant les silhouettes des enfants terrifiés. Les 3 moines entrent d'un pas menaçant et le chef annonce froidement que les prisonniers sont juste là. Le chef s'approche des barreaux de fer avec un sourire malsain, prêt à commencer la torture. Il fixe le groupe d'enfants terrifiés et leur demande d'un ton moqueur par lequel ils devraient commencer. Des cris de détresse résonnent contre les murs de pierre tandis que les horribles préparatifs débutent. Ranian, dissimulé derrière son déguisement, observe en silence, analysant chaque mouvement du chef. L'un des garçons est plaqué au sol et menotté, les bras écartés, sur une table de pierre froide. Le chef s'approche de la table d'opération et, d'un ton cynique, dit au pauvre enfant de ne pas s'inquiéter. Avec un sourire sinistre, il promet cruellement que tout sera fini en un clin d'œil. Le garçon, pris de terreur, hurle de terreur, sanglotant à plein poumon sans pouvoir se libérer de ses chaînes. Le bourreau tend sa main gantée de noir vers le mage déguisé et lui ordonne sans embâche de lui remettre le couteau. Ranian tend la main, saisit un poignard tranchant comme un rasoir dans la boîte métallique et le retire lentement. Le petit garçon ferme les yeux, sanglotant de peur en entendant les pas lourds du bourreau se rapprocher. Le chef, impatient, hurle d'irritation à son subordonné de se dépêcher. Au lieu de lui remettre la lame, Ranian la plante de toutes ses forces dans la poitrine du chef. Du sang gicle. Il déchaîne sa véritable puissance, invoquant instantanément une bourrasque de vent tranchante comme un rasoir autour du corps blessé. Le chef hurle de douleur, projeté au loin par la force dévastatrice de la magie du vent. L'autre complice panique complètement, poussant un gémissement de douleur et demandant désespérément qui est cet homme. Sous l'effet violent de cette soudaine magie du vent, l'étrange masque doré du chef s'envole. Le mage tend sa main tachée de sang ennemi, maintenant le sort de vent actif dans la pièce close. D'un regard glacial, Ranian les avertit, c'est lui qui pose les questions, et ils n'ont que la permission d'y répondre. Comprenant le danger, le second moine prend la fuite et se met à courir pour sauver sa vie. Il court frénétiquement à travers la grotte obscure, tentant de s'éloigner le plus possible du monstre. Le coureur se demande qui est cet homme et pense qu'il doit prévenir les autres au plus vite de la présence de l'intrus. Soudain, un cri d'agonie terrifiant retentit de l'autre côté du couloir de pierre. Les petits prisonniers dans la cellule entendent le vent s'abattre et se mettent à trembler de terreur. Le moine en fuite est surpris par une violente bourrasque qui le frappe de plein fouet. Ranian manipule habilement la pression de l'air pour piéger le fuyard au cœur d'un tourbillon terrifiant. Le visage ensanglanté, le mage du vent exige d'un ton sévère où se trouve Klein. L'ennemi, le corps lacéré par de profondes entailles, hurle de douleur. Pris de panique, le moine réplique en criant « Comment l'intrus connaît-il un nom aussi secret ?» Le mage répond froidement « Il commet ses atrocités au nom sacré de l'Église. » Il demande ensuite si le roi actuel désire lui aussi le cœur d'un jeune mage pour accroître son pouvoir. Pendant qu'il parle aux prisonniers, le petit esprit du vent continue de tournoyer intensément autour d'eux. Le moine pousse un autre cri strident de douleur pure tandis que sa peau est lacérée par le violent cyclone. Ranian s'approche froidement et lui ordonne de nouveau de révéler immédiatement l'emplacement exact de Klein. La bouche ensanglantée, le moine supplie le mage du vent de mettre fin à ses jours une fois pour toutes. Le mage le fixe de ses yeux d'un bleu profond, sans la moindre intention de l'épargner. Face au refus de l'ennemi, le tourbillon de vent se resserre et projette le moine contre les murs de pierre. Le moine gisant au sol rit d'un rire maladif dans son propre sang et, d'un ton moqueur, prévient que sa mort donnera l'alerte. L'homme est secoué de violents spasmes, crache du sang et est violemment projeté au loin par la force du vent. Il jubile, affirmant que l'intrus a oublié la présence d'un autre puissant mage dans la base et qu'il n'en sortira pas vivant. D'un regard froid et défiant, Ranian rétorque qu'il n'oublierait jamais un détail comme celui-ci. Le moine pousse un dernier cri désespéré avant d'être complètement déchiqueté par la force tranchante du vent. Finalement, le corps inanimé du criminel s'effondre, baignant dans son sang, sur le sol de pierre de la caverne. Ranian reste debout au milieu de ce carnage, déterminé à poursuivre ses recherches acharnées dans la tour. Il se dit que c'est vraiment pénible de devoir les traquer un par un. Le garçon allongé sur la table d'opération observe, sous le choc, le mage traverser la pièce d'un pas calme. Le mage commence à traîner le corps ensanglanté du moine vaincu hors de la pièce obscure. Pendant ce temps, un autre moine, à l'étage supérieur, actionne une puissante corne d'alarme. L'explosion retentit dans la base souterraine, poussant plusieurs combattants à accourir pour voir ce qui se passe.
Des pas précipités résonnent bruyamment dans les couloirs sombres et humides de la caverne. Une escouade de guerriers se rassemble dans le hall, demandant, complètement déconcerté, ce qui se passe là-dessous. L'un d'eux, paniqué, explique qu'un mage a envahi la base seul et qu'Ead vient d'être éliminé. L'autre moine, abasourdi, demande si l'intrus est venu à la demande de ces simples villageois de la forêt. Soudain, le corps ensanglanté de leur camarade est violemment projeté devant le groupe. L'homme s'effondre au sol en gémissant de douleur, laissant ses alliés sans voix. Tous se figent de stupeur lorsqu'ils lèvent les yeux et aperçoivent la silhouette qui se tient là, dans l'obscurité. Ragnan émerge des ténèbres d'une voix menaçante et demande froidement si tout le monde est enfin réuni. Le chef ennemi, fou de rage, comprend aussitôt que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Il perd son sang-froid et ordonne à ses subordonnés de l'attaquer au plus vite. Un des mages de l'ordre commence à tracer un cercle magique lumineux pour charger et attaquer à distance. Les guerriers se précipitent, épées dégainées, hurlant de rage et réclamant la mort de l'intrus. Mais le petit esprit Élie réapparaît aussitôt autour de Ragnan pour le protéger. D'un geste fulgurant, la mage du vent déchaîne une attaque aérienne d'une puissance inouïe. Le premier ennemi qui tente de s'approcher est touché de plein fouet et hurle de douleur dans la grotte. Un violent courant d'air se met à déchiqueter plusieurs adversaires d'un coup, sans la moindre pitié. Le protagoniste utilise sa fameuse technique en spirale, nettoyant complètement la zone devant lui. Le mage ennemi perçoit le danger et réalise avec stupeur qu'il se trouve face à un esprit du vent. Furieux, il projette un puissant rayon d'énergie magique rose, hurlant de rage que l'intrus meurt. Ragnan reste imperturbable, impassible, tandis qu'il observe l'immense explosion d'énergie foncer droit sur lui. Le faisceau d'énergie s'abat sur le sol avec une force immense, provoquant une énorme explosion de poussière. Et de la lumière. Le mage ennemi éclate d'un rire hystérique et triomphant, persuadé que le combat est déjà terminé. Mais lorsque la fumée se dissipe, il réalise avec stupeur que l'intrus a tout simplement disparu sans laisser de traces. Une sueur froide et glaciale le saisit lorsqu'il perçoit une présence terrifiante juste derrière lui. Ragnan apparaît silencieusement derrière son adversaire, le regard d'une froideur et d'une mort absolue. L'ennemi, pris de panique, est pris d'une sueur froide et incapable de comprendre quand cet homme a bougé. Sans lui laisser le temps de réagir, Ragnan assène un coup de vent dévastateur qui le fait cracher du sang. Le mage, le prenant pour le chef des lieux, exige de savoir où se trouve le terrible vol de Klein. L'ennemi crache du sang et rit, trouvant hilarant qu'il s'enquiert de Klein plutôt que de la sécurité de l'enfant. Soudain, la voûte de la grotte se fissure et d'énormes blocs de pierre s'effondrent violemment. Le moine, d'un ton moqueur, déclare que si aucune mesure de sécurité n'est prise rapidement, nous serons tous ensevelis vivants. Il révèle fièrement avoir piégé tout le réseau de tunnels souterrains de la base pour qu'il s'effondre automatiquement. Le plafond de la caverne s'effondre avec une violence inouïe, menaçant d'écraser tout sur son passage. D'énormes piliers de pierre s'écroulent de toutes parts, bloquant les rares issues restantes. Ragnan fait preuve d'une agilité incroyable, sautant avec grâce par-dessus l'un des piliers qui s'effondre. Pendant ce temps, le moine blessé tente de profiter du chaos provoqué par l'éboulement pour s'échapper. Le mage le fixe de ses yeux bleus luisants et hurle de rage qu'il ne s'enfuira pas. Le moine éclate de rire et lui demande s'il compte vraiment le poursuivre, sachant que les enfants vont être ensevelis vivants. Cependant, le mage du vent conserve une confiance absolue face à la menace ennemie. Il utilise sa puissante magie du vent pour se propulser en avant, fonçant droit sur le moine. Les yeux de ce dernier s'écarquillent de désespoir en voyant l'individu surgir soudainement devant lui. Pendant ce temps, le craquement terrifiant des rochers résonne dans toute la grotte. D'énormes blocs de pierre s'abattent du plafond, détruisant complètement le passage qu'ils empruntent. Le mage du vent emprisonne le corps du moine dans une sphère d'air tranchant, le faisant gémir de douleur. Aussitôt après, il déchaîne plusieurs rafales de vent violentes pour contrôler et rediriger les débris du plafond qui s'effondrent. Le moine principal est brutalement frappé par ces rafales, hurlant de douleur. Vaincu et meurtri, il s'écroule sur le sol de la caverne, à bout de souffle, épuisé. L'ennemi, d'un ton moqueur, demande au mage s'il cherche sérieusement une issue de secours. Le moine, hilar, rétorque qu'il est bien trop tard et que tout le monde, enfant compris, est en train d'être enterré vivant. À l'intérieur, d'énormes blocs de pierre et des débris s'effondrent avec une force extrême sur toute la voûte de la grotte. La structure entière commence à s'effondrer rapidement, menaçant d'ensevelir tout ce qui se trouve en dessous. Même le méchant commence à paniquer face à l'ampleur de l'éboulement. Pendant ce temps, Ragnan concentre une puissante énergie magique du vent dans ses mains meurtries. Il crée un gigantesque rempart anti-vent pour recouvrir toute la zone où se trouvent les enfants. Le plafond s'effondre complètement, mais le rempart de Ragnan retient magistralement tous les débris dangereux.
Il affirme avec conviction que s'il n'y a pas d'issue, il en créera une lui-même pour mettre tout le monde à l'abri. Le moine le fixe, stupéfait, réalisant l'immensité du pouvoir destructeur de ce grand mage. Il trouve insensé de creuser une sortie à plusieurs mètres de profondeur, mais comprend qu'avec ce mage, c'est en réalité possible. Le méchant préfère mourir enterré sur place plutôt que d'être capturé vivant par cet homme. Il active alors un dernier sort d'autodestruction interdit, gravé directement sur son corps blessé. Ragnon perçoit aussitôt le flux d'énergie sauvage de l'ennemi et lui retire brusquement la tête. Soudain, le moine se pare d'une lueur rose intense et explose sous les yeux ébahis du mage. Le choc violent de l'explosion le projette en arrière, lui arrachant un gémissement de douleur. Le vilain, dans un dernier souffle, tente de l'entraîner dans sa chute par cette ruse. Ragnon réalise avec stupeur qu'il a gravé le cercle magique sur son propre corps avant le combat dans le seul but de s'auto-détruire. Le mage invoque aussitôt son esprit, Elviran, pour l'aider à contenir les dégâts de l'explosion. Comme il est trop tard pour esquiver l'impact, il décide de tout bloquer grâce à sa propre magie défensive. Les runes rouges d'autodestruction continuent de briller sur le corps inanimé du moine bourreau. Sans hésiter une seconde, il déploie fermement son bouclier défensif, le bouclier de plume. L'explosion rose terrifiante percute de plein fouet la puissante barrière de vent vert, provoquant un éclair fulgurant. Quelques heures plus tard, de petits oiseaux blancs gazouillent paisiblement sur les branches d'une forêt silencieuse. Le sommet de la vieille tour de pierre apparaît désormais complètement encerclé par un immense cratère. Soudain, la porte de cette structure de pierre s'ouvre brusquement dans un puissant éclat de lumière. Une immense colonne d'énergie magique rose jaillit vers le ciel, illuminant entièrement la forêt environnante. Le passage intérieur, auparavant complètement effondré, s'ouvre désormais sur un tunnel frais et dégagé. Fumée et la poussière se dissipent lentement à l'intérieur du ravin, sous un ciel d'un bleu éclatant. Le mage du vent regagne lentement le village paisible, appalant et épuisé. Couvert de contusions et exténué, il se tient le bras blessé, peinant à reprendre son souffle. Il admet avoir baissé sa garde et qu'il aurait été perdu s'il avait tardé une seconde de plus à réagir. Lutte. Le protagoniste soupire de frustration après avoir perdu la seule piste sérieuse concernant l'ennemi qu'il avait enfin localisé. Il se demande ce que Klein manigance et pourquoi ils utilisaient l'ordre d'Urnia comme couverture pour commettre de tels actes maléfiques. Il laisse échapper un long soupir, se plaignant de ne plus pouvoir réfléchir clairement, son mana étant à zéro. Le mage du vent relève lentement la tête, ses yeux bleus luisants se détachant sur la douce lumière du jour. Il se place au milieu d'une clairière verdoyante, où une légère brise se lève autour de lui. Utilisant le reste de son pouvoir, il crée un doux tourbillon pour faire descendre les enfants du ciel en toute sécurité. Les petits prisonniers apparaissent allongés dans l'herbe douce, dormant paisiblement et à l'abri du danger. Chacun d'eux est enfin libéré de cette terrible captivité et se repose tranquillement au soleil. Voyant que tous les enfants sont sains et saufs, Ronin esquisse un léger sourire de soulagement. Il conclut que la mission de sauvetage est terminée et qu'il est temps de rentrer au village de Ratville. De retour au village, les habitants l'aperçoivent et l'acclament joyeusement, l'appelant respectueux MNT maître mage. Le couple se précipite vers lui, stupéfait qu'il parte déjà sans prendre un instant pour se reposer. Le mage se retourne avec un doux sourire et répond d'une voix basse qu'il a encore un long chemin à parcourir. L'homme balbutie, le priant d'attendre encore un bref instant avant de quitter définitivement les lieux. Il tend les deux mains, offrant un bourse de pièces, et demande au mage d'accepter la juste rémunération de son aide. La femme le remercie malheureusement d'avoir ramené les enfants et lui tend un panier de provisions pour son voyage. Il s'attarde à bavarder avec le couple avant de reprendre la route. Il explique que d'ordinaire, ce genre de mission passe par les guildes des merçants et que la rémunération est différente. Le couple de villageois l'observe avec une profonde curiosité et une grande surprise face à l'explication sincère du mage. Cependant, il affirme avoir agi sur un coup de tête et n'acceptera donc que la nourriture. Le temps passe vite et un magnifique coucher de soleil embrase le ciel de teinte dorée. Une vieille allèche descend paisiblement un chemin de terre sous la lumière de fin d'après-midi. Elquin claque du bec, visiblement et mécontent, allongé dans la calèche. L'esprit, sous le choc, s'exclame que son entrepreneur a dû perdre la rançon. Il lui appelle que Ragnan a invoqué Elshuta en plein effondrement pour sauver les enfants hors de sa vue. Il saoule GN qu'Elshuta est un esprit de haut niveau et que cela a nécessité une quantité incroyable de mana. Elquin prévient que si son mana avait manqué ne serait-ce qu'une seconde, tout le monde il serait décédé sur le champ. Il lui fait bien comprendre que même s'il est le roi des esprits, il ne peut pas se sortir indemne de toutes ses erreurs. Ragnan l'écoute calmement et l'appelle doucement par son nom pour tenter de le calmer définitivement. Le mage rit doucement et lui demande si l'esprit boude parce qu'il a invoqué un autre esprit à sa place pendant le combat. Il s'excuse avec un sourire, expliquant patiemment qu'il n'avait tout simplement pas d'autre choix à ce moment-là. L'esprit pousse un long soupir, pensant qu'il aurait largement préféré que cet homme ne soit pas son employeur. Il bat des ailes et change de sujet, demandant ce qui était arrivé à l'homme mystérieux qu'il traquait avec tant d'acharnement.
Le mage admet ne pas avoir trouvé Klein, mais révèle avoir déniché un indice précieux au cours de ses recherches. Il exhibe un morceau de papier brûlé, affirmant qu'il s'agissait d'un fragment de lettre mentionnant la branche de Gredil. Le mage explique que Gredil est une ville prospère abritant une importante branche du célèbre ordre d'Urnia, prétend que le moine est son nouveau Klein et soupçonne que l'ordre ne soit qu'une façade. L'esprit hoche la tête, pensif, concluant qu'il doit exister un lien fort entre eux. Tandis que la calèche poursuit sa route, Elkin évoque quelque chose qui l'intrigue depuis un certain temps au sujet du mage. Il trouve enfin le courage de lui demander ce que ce salaud de Klein lui a bien pu faire par le passé. Un silence pesant et inquiétant s'installe dans tout le wagon après sa question directe. L'esprit le fixe intensément, attendant nerveusement une réponse de son jeune interlocuteur. Soudain, la température chute et un vent glacial fait trembler violemment tout l'intérieur. Le regard de Rognan s'assombrit et il serre le poing de rage, se remémorant son passé. 10 ans plus tôt, dans le royaume de Terry, 2 épéistes chevronnés s'affrontaient dans un duel mortel au sein d'une grande arène. Leurs épées de métal s'entrechoquaient avec violence, projetant des étincelles dans les airs. L'adversaire vaincu hurle de rage, demandant comment il a pu faire cela après 10 ans de loyauté sans faille. L'homme barbu répond avec une froideur extrême qu'un véritable guerrier ne s'exprime que par la lame. Aussitôt, la lame de son épée se met à briller d'une aura magique rouge terrifiante. D'un seul coup impitoyable, il assène une entaille dévastatrice qui déchire le sol de l'arène. Le bretteur vaincu, les yeux écarquillés, est complètement abasourdi par l'attaque mortelle qu'il vient de recevoir. Sa tête est fendue en deux sans la moindre pitié, et du sang frais gicle sur le sol de l'arène. Le corps sans vie du guerrier s'effondre sur le sol de pierre, choquant tous ceux qui observaient le duel à distance. L'annonceur proclame Klein, capitaine de la garde royale de Terry, vainqueur. Il serait décédé sur le champ. Il lui fait bien comprendre que même s'il est le roi des esprits, il ne peut pas se sortir indemne de toutes ses erreurs. Vainqueur du duel d'honneur, Klein essuie froidement son arme, déclarant avec ironie que son épée avait rendu le verdict final sur le champ. Soudain, le héros annonce d'une voix solennelle l'entrée de Sa Majesté, le vieux roi de Terry. De vieilles mains ridées, ornées de bagues étincelantes, se mettent lentement à applaudir cette cruelle victoire dans l'arène. Le vieux roi s'avance lentement et confie être venu assister au combat, mais remarque qu'il s'est terminé bien trop vite. Il demande à Klein s'il va bien après avoir vaincu un ancien camarade, et Klein répond que les épées inutiles doivent être brisées. Le vieux roi esquisse un sourire inquiétant et le couvre d'éloges, le qualifiant de véritable épée bouclier du royaume. Klein s'incline respectueusement, déclarant qu'il n'est qu'un instrument au service direct du monarque. Des années plus tard, dans l'immense salle de banquet du palais royal, une nouvelle réunion secrète et mystérieuse commence. Du sang coulant de sa bouche, le vieux monarque se plaint avec colère de la récente rébellion de certains mages du royaume. Il embroche un cœur humain sur une fourchette et demande à Klein s'il est au courant de la rumeur selon laquelle on mangeait les cœurs des mages. Agenouillé au bout de la table somptueuse, le capitaine répond docilement qu'il a entendu la terrible rumeur. Le roi dévore le cœur ensanglanté, avouant avec une pointe de morbidité qu'il rêve de devenir lui-même un puissant mage. Le roi de Terry assure à Klein qu'il connaît sa loyauté sur le bout des doigts. Il ajoute que c'est du gâchis qu'un homme comme Klein ne soit que capitaine de la garde royale, suggérant qu'il devrait au moins posséder un titre de noblesse. Tandis que la conversation se poursuit au palais, les cloches sonnent à toute volée du haut de la tour au crépuscule. Klein s'agenouille devant le monarque, promettant fermement qu'il exécutera tout à la lettre. Avec un sourire sinistre. Il jure d'exécuter la moindre des volontés de Sa Majesté. Des années plus tôt, lors d'un entraînement dans les bois, une voix ordonne au jeune Simon de baisser sa position, de garder le dos droit et d'ancrer fermement son pied arrière au sol. Rouget baisse les yeux vers le garçon, le réprimandant pour avoir une fois de plus laissé sa position s'affaisser. Simon, surpris par la réprimande, tente de reprendre son souffle en serrant son épée de bois. Diana lui demande s'il est déjà fatigué, et Simon s'excuse auprès de son ami, avouant avoir envie de vomir. Rouget rit de la situation et suggère de faire une petite pause, mais Diana proteste, disant qu'elle venait à peine de commencer. Soudain, des pas assurés se rapprochant de la zone d'entraînement. Rouget les remarque et les accueille d'un cri, attirant l'attention des enfants TS qui se tournent avec curiosité. Raiden, de loin, agite joyeusement la main et crie le nom de Simon en marchant aux côtés d'un homme à l'air grave. Simon affiche un large sourire et crie avec enthousiasme le nom de Raiden en le voyant arriver. Cependant, son expression se fige instantanément sous l'effet de la peur lorsqu'il aperçoit qui se trouve juste derrière lui. Raiden il salue l'homme plus âgé, mentionnant que son père est finalement arrivé. Klein jette une arme au sol sans dire un mot, se contentant de fixer froidement le garçon. Son regard reste sévère et intimidant envers son propre fils. D'un ton sec et implacable, Klein ordonne brutalement à Simon de reprendre l'entraînement immédiatement. Le temps passe et la nuit tombe tandis que le voisinage entend Klein répéter sans cesse à Simon de réessayer une dernière fois. Simon se démène de toutes ses forces, mais son épée de bois rebondit inutilement sur la lourde armure de son père. Épuisé,
le garçon tient à peine debout, sous le regard silencieux de Klein, les bras croisés. Simon halète, rassemblant ses dernières forces. La sueur ruisselle sur son visage tandis que ses yeux bleus trahissent une panique absolue. Klein lève son épée massive et déclare froidement que l'attaque était inutile, doutant même que Simon soit son fils. Il assène un coup brutal qui projette violemment Simon contre une pile de bûches. À terre, le garçon, couvert de bleu, gémit de douleur en crachant un peu de sang. Soudain, la porte de la cabane s'ouvre brusquement. Rouget se précipite vers l'enfant blessé et demande furieusement à Klein ce qu'il croit faire à un enfant de 9 ans. Klein réplique froidement, lui demandant si les enfants ne meurent pas eux aussi sur le champ de bataille, et insinuant que Rouget a perdu toute force de caractère. Il ajoute que ses 2 autres fils ont passé l'examen de la garde royale au même âge. Klein lui tourne le dos avec un profond dégoût et déclare que Simon est complètement bon à rien, laissant l'enfant pleurer de peur. Plus tard, on lui apporte à manger sur la table en bois pour tenter d'apaiser les tensions. Rouget demande à Simon s'il va bien, et l'enfant hoche timidement la tête, réconforté par ses amis. Diana, la bouche pleine, jure qu'elle va lui casser la gueule la prochaine fois, mais Rouget la réprimande en l'appelant. Raiden tente de réconforter son frère en lui disant que leur père ne l'a pas fait exprès, mais Simon soupire, navré de ne pas être doué ni pour l'escrime ni pour le latin. Raiden lui sourit gentiment et rétorque que Simon a forcément un talent particulier. Il demande à Simon s'il a déjà parlé à leur père de son don particulier pour la magie spirituelle. Simon, nerveux, tire nerveusement sur son col et avoue n'avoir rien dit, car il est terrifié rien qu'en regardant son père. Raiden promet d'essayer d'en parler à leur père, ce qui surprend et remplit Simon d'espoir. Il lui adresse un sourire chaleureux, le rassurant en lui disant que leur père sera ravi de la nouvelle. Pourtant, un souvenir douloureux lui revient en mémoire, la voix de son père lui ordonnant de faire quelque chose d'utile pour une fois. Ragnan se réveille le visage grave et sombre, encore accablé par les souvenirs pénibles de son passé. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, il voyage paisiblement à l'arrière d'une charrette, aux côtés d'Elkin. L'oiseau bleu remarque son silence et le fixe pensivement pendant quelques instants. Elkin décide de ne plus parler et propose de discuter plus tard, disant qu'il se doute déjà de ce qui se passe. Ragnan, légèrement surpris par l'interruption, semble étonné par son compagnon à plumes. Il s'excuse auprès d'Elkin, expliquant qu'il s'est laissé emporter par ses pensées et admettant qu'il serait mort sous l'apparence de Simon sans lui. Elkin lui dit de ne plus y penser et grommelle que, de ce fait, il n'a pas pu être invoqué correctement, le laissant coincé sous cette forme incomplète. Ragnan esquisse un sourire en entendant les plaintes d'Elkin, et la charrette poursuit sa route. Le conducteur tire brusquement sur les rênes pour arrêter les chevaux au milieu de la chaussée. Il interpelle Ragnan, assis à l'arrière avec Elkin, et lui dit qu'il semble qu'un accident se soit produit un peu plus loin. Ragnan, perplexe face à l'avertissement, se demande ce qui a bien pu se passer sur la route. Il dit à Elkin qu'il va jeter un coup d'œil et commence à descendre du chariot. En traversant les bois, il aperçoit un peu plus loin une calèche luxueuse arrêtée, avec quelques personnes rassemblées autour. Ragnan s'approche lentement pour examiner la situation de plus près et tenter de comprendre le problème. Il remarque qu'une des roues est coincée dans le sol et se demande si la terre a cédé sous sa pression. Un garde présente ses excuses au prêtre Escott, expliquant qu'il a envoyé chercher des renforts, mais que ces derniers tarderont à arriver. À ce moment précis, Ragnan s'approche d'un air amical et leur demande si tout va bien concernant le problème de la calèche. Le garde sursaute et dégaine son épée, demandant qui est là, mais le prêtre demande au chevalier de patienter. Escott calme le soldat, expliquant que le jeune homme semble simplement vouloir rendre service. Ragnan observe attentivement le prêtre qui s'approche avec un air amical. La main sur le cœur, Escott souhaite que la bénédiction d'Ernia accompagne le jeune voyageur. Swin, un petit esprit du vent apparaît, flottant dans les airs après avoir été invoqué par Ryan. Dans une douce brise, la magie du diable soulève sans effort le lourd chariot embourbé. Le véhicule est reposé en douceur sur la terre ferme sous le regard attentif de tous. Ragnan évalue la situation et constate avec soulagement que, heureusement, les roues ne semblent pas endommagées. Le garde est complètement abasourdi par la facilité avec laquelle le jeune homme a soulevé un objet aussi lourd. Escott, intrigué, observe la scène et remarque qu'Ernia semble leur avoir envoyé un vent inhabituel aujourd'hui. Il s'approche lentement de Ragnan pour le remercier en personne de son aide inattendue. Le prêtre sourit et dit que, grâce au jeune homme, ils ont réussi à éviter un énorme désastre. Ragnan tente de paraître modeste, affirmant qu'il a simplement fait ce que n'importe quel autre passant aurait fait. Escott insiste gentiment, expliquant que même si le jeune homme le pense, un tel geste est toujours précieux. L'homme écoute en silence, observant attentivement la tenue du pasteur. Son regard se fixe sur le prêtre, et il commence à soupçonner les intentions de ce dernier. À cet instant, Ragnan se souvient des moines de l'église d'Ernia qui kidnappaient des enfants sans défense. Il se demande si sa rencontre avec un membre aussi important de l'église, en plein milieu de la route, est une simple coïncidence. Bien décidé à en savoir plus, Ragnan demande au prêtre la permission de lui poser une question rapide.
Il mentionne avoir aperçu des moines de l'église d'Ernia au village de Ratville et lui demande s'ils s'y rendent souvent. Escott répète le nom de Ratville d'un air pensif, semblant quelque peu surpris à l'évocation de ce lieu. Regardant autour de lui, il déclare calmement que la présence d'Ernia est partout. Le prêtre le dévisage alors avec suspicion et lui demande si quelque chose a bien pu justifier qu'il évoque ce sujet. Ragnan recule d'un pas et se rattrape, affirmant que ce n'est pas du tout ce qu'il pensait. Il invente qu'il a été impressionné de voir l'église veiller sur un village aussi isolé, se disant qu'il ne faut pas précipiter les choses. Le garde interrompt la conversation, prévenant qu'ils sont extrêmement en retard, et Escott acquiesce, il faut se dépêcher. Le prêtre retourne à la calèche tandis que la portière s'ouvre pour qu'il puisse monter. Mais juste avant d'entrer, Escott s'arrête brusquement, se souvenant d'un détail important. Il dit que la rencontre avait été merveilleuse, mais précise qu'ils n'ont pas échangé leur nom, se présentant comme Escott et demandant le nom du jeune homme. Ragnan est quelque peu déstabilisé par la question directe du prêtre. Il répond calmement, expliquant qu'il s'appelle Ragnan. Un peu plus tard, la nuit étant tombée, le conducteur du chariot annonce qu'ils sont enfin arrivés à destination. Le cheval souffle de fatigue après la longue marche sur la route sombre. L'homme lui indique en souriant que la route se divise à partir d'ici, et lui montre la direction à suivre. Ragnan tend quelques pièces d'or au conducteur, qui, surpris, demande s'il est bien permis de prendre autant d'argent. L'homme le remercie, mais l'avertit, inquiet, qu'à première vue, entrer à Grède il ne sera pas chose aisée. Ragnan et Elkin, intrigués par cet avertissement inattendu, le regardent. Ragnan demande pourquoi l'accès sera difficile et si quelque chose de grave s'est produit à Grède. Il poursuit sa route à pied, descendant le chemin de pierre sombre, et s'approche lentement de l'imposante forteresse. Elkin renifle l'air avec dégoût, se plaignant de l'odeur nauséabonde qui règne dans le lieu. Ragnan regarde son compagnon avec inquiétude, admettant qu'il semble bien qu'un drame se soit produit là-bas. Ragnan décide qu'il ne doit pas attirer l'attention et qu'il vaut mieux continuer seul. Il gravit les marches menant à l'entrée principale, ses pas résonnant contre les murs de pierre. Le long du chemin, plusieurs barrières de bois hérissées de pointes semblent contenir une menace. Des gardes lourdement armés de lances surveillent les portes de fer closes avec une attention intense. L'entrée de Grède tout entière ressemble à une forteresse, avec une sécurité renforcée aux portes et sur les remparts. Ragnan traverse calmement le couloir de pierre, s'approchant des portes sous les regards suspicieux des gardes. Il inspecte les barrières et se dit que rien ne semble normal ici. Il se souvient de la rumeur concernant un prétendu châtiment infligé par Ernia à Grède et se demande ce que cela signifie. L'homme se rappelle que le chauffeur n'était au courant que de vagues rumeurs et garde une expression grave face au mystère. Soudain, un des gardes ordonne à haute voix au jeune voyageur de s'arrêter. Il explique que pour entrer dans la colline de Grède, il doit présenter un laissez-passer délivré par l'église d'Ernia. Ragnan demande ce qu'il doit faire s'il n'a pas ce laissez-passer, mais le soldat répond sèchement qu'il n'entrera pas, quoi qu'il arrive. Il tente d'obtenir plus de détails sur la situation, mais un cri désespéré provenant de l'intérieur des grilles l'interrompt. Des pas précipités résonnent tandis que quelqu'un court frénétiquement vers la sortie de la ville. Un homme fuit les gardes, suppliant qu'on le laisse sortir, hurlant qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de sa mère. Les soldats à sa poursuite crient à tous de reculer, prévenant que l'homme est en phase terminale et qu'il ne faut surtout pas le toucher. Ragnan observe la course-poursuite, le visage crispé et grave. Il remarque plusieurs cristaux bleus qui se forment sur la peau du fuyard et se demande s'il s'agit d'une forme de pétrification. L'homme, épuisé, s'effondre lourdement sur le sol de pierre, juste devant les portes. Il gémit de douleur, tandis que le garde, les mains tremblantes de peur, pointe sa lance. Pris de panique, les autres gardes ordonnent à tous de se replier au plus vite à l'intérieur du fort. Un soldat ordonne à Ragnan de battre en retraite immédiatement, mais le jeune homme demande s'il ne devrait pas tenter de secourir l'homme à terre. La main de ce dernier se met à trembler violemment tandis que des cristaux bleus se répandent de façon terrifiante sur sa peau. Il pleure de désespoir, regrettant d'avoir encore tant de choses à accomplir dans sa vie. Les larmes ruisselant sur son visage, l'homme lance un dernier appel poignant à sa mère. Soudain, de profondes fissures apparaissent autour de ses yeux tandis que le processus de cristallisation s'accélère. Une énorme pointe de cristal bleu jaillit violemment de son corps, projetant du sang partout. Des gouttes de sang giclent sur le visage de Ragnan, qui assiste à la scène d'une violence inouïe, horrifié. Le cristal continue de se dilater sauvagement, réduisant en miettes les restes du corps de la victime. En quelques secondes, le malheureux homme est entièrement transformé en une immense statue de cristal bleu au contour dentelé. Les habitants, terrifiés, observent la scène de loin, pleurant et affirmant qu'il s'agit sans aucun doute d'un châtiment divin. La main cristallisée de l'homme reste figée dans les airs, pointant un point fixe vers la pleine lune dans le ciel obscur. Un grondement sourd résonne dans les environs tandis que l'immense pilier de cristal se stabilise définitivement. Ragnan s'essuie lentement la lèvre pour enlever le sang qui a giclé sur son visage. Il examine le sang sur son doigt, intrigué de constater que la pétrification n'a pas commencé à la surface de la peau, mais à l'intérieur du corps.
Ils fixent la statue de cristal avec horreur, réalisant qu'ils appellent cette atrocité un châtiment. Dans l'esprit de ces gens désespérés, l'idée leur vient que la déesse Urnia est furieuse contre eux. Plusieurs citoyens tombent à genoux au milieu de la rue, hurlant de terreur en invoquant le nom d'Urnia face à toute cette misère. Un homme se fracasse la tête contre le sol avec une telle violence qu'il se met à saigner, implorant désespérément le salut. Une vieille femme implore la pitié en pleurant, suppliant la divinité de les absoudre de leurs péchés. De retour à la porte, les gardes pointent soudain leur lance acérée droit sur Ragnan. Le jeune homme, surpris par cette réaction hostile, ne comprend pas pourquoi il est ainsi encerclé. Perplexe, il demande pourquoi ils réagissent ainsi sans raison apparente. Le visage tremblant, le garde désigne la joue du jeune homme et déclare qu'il devra les accompagner à cause de son apparence. Ragnan reste silencieux, sentant le sang de la victime couler lentement le long de sa bouche. Une voix mystérieuse résonne dans son esprit, annonçant que le jeune visiteur est désormais lui aussi touché par le terrible jugement. Au loin, la statue aveugle d'Urnia trône solennellement sur le maître-autel de l'église, ornée de son symbole géométrique doré. Un prêtre prie devant l'autel, implorant que ceux qui font face au jugement parviennent à surmonter l'épreuve et à renaître. Plusieurs moines encapuchonnés de noir prient à genoux juste derrière, demandant à tous de rester soumis à l'ordre d'Urnia. L'un des prêtres masqués esquisse un sourire sinistre sous sa capuche tout en poursuivant ses prières silencieuses. Une silhouette mystérieuse, également encapuchonnée de noir, bondit avec agilité du haut du temple. L'étranger atterrit en douceur et observe silencieusement les allées et venues autour du temple. De loin, il perçoit les prières murmurées et les murmures incessants des moines rassemblés dans l'église. L'intrus continue d'observer froidement la scène, sans émettre le moindre son sous sa capuche. D'un mouvement rapide et silencieux, il bondit à nouveau et disparaît dans la nuit noire. Aux portes, les gardes maintiennent leurs lances pointées sur Ragnan. La tension est palpable tandis que la statue de cristal fraîchement érigée repose juste derrière les soldats. Un des gardes crie à ses hommes que le jeune voyageur est en train d'être jugé. Intrigué, Ragnan se demande si la contamination est due au sang de la victime qu'il a éclaboussé. Il fixe les soldats du regard, réfléchissant attentivement à la suite des événements. Ragnan concentre un souffle de magie du vent en sa main, prêt à riposter si la situation dégénère. Soudain, un cri puissant et autoritaire retenteit, attirant l'attention de tous. Une voix ferme ordonne à chacun de cesser immédiatement d'attaquer le jeune voyageur. La vieille femme qui pleurait à terre lève les yeux, surprise et soulagée de reconnaître celui qui arrive. Le garde annonce à haute voix l'arrivée du grand prêtre, ce qui surprend Ragnan qui se retourne. Le jeune homme tourne la tête, intrigué de voir l'homme qui est s'approcher. L'escorte franchit calmement la porte de fer, passant entre les gardes qui s'écartent sur son passage. Le grand prêtre s'avance, le visage impassible, affrontant toute cette agitation avec un calme imperturbable. La foule exulte, criant que le respecté seigneur ESCRT est enfin arrivé à leur secours. L'escorte lève la main et ordonne aux gardes de reculer, assurant que le jeune homme va bien malgré les protestations des soldats. Il sourit calmement et rassure les gardes, affirmant que Dieu est pleinement conscient de la dévotion inébranlable de chacun. Le prêtre s'approche de Ragnan et mentionne amicalement que leur rencontre sur la route n'était pas un simple hasard. Le jeune homme profita d'une légère brise pour essuyer le sang de son visage, tout en avouant qu'il ne s'attendait pas à le recroiser si tôt. Soudain, une main blanche et ensanglantée agrippa le bas de la robe somptueuse du prêtre. La vieille femme s'effondra à genoux aux pieds d'escorte, implorant son aide, submergée par le désespoir. Surpris, les moines tentent d'éloigner la femme, mais escorte les arrête calmement, lui disant que tout va bien. En larmes, la dame supplie le grand prêtre de prononcer le jugement final contre ce pécheur une fois pour toutes. Escorte jette un coup d'œil à la statue de cristal et dit doucement, le jugement de cet homme n'est pas en or terminé. Avec un sourire énigmatique, il affirme que son véritable jugement ne commencera que lorsque le grand jour sera enfin arrivé. Il détourne le visage paisiblement, conservant une expression calme et mystérieuse face à cette situation tragique. L'escorte tourne vers Ragnan et lui propose de discuter dans un endroit un peu plus discret et tranquille. Le jeune homme accepte l'invitation sans un mot, observant avec méfiance le calme apparent du chef religieux. Le prêtre sourit et lui demande de lui permettre de rendre la paix pour l'immense gentillesse dont il a bénéficié plus tôt sur la route. Les habitants, terrifiés, chuchotent en les regardant se diriger ensemble vers l'église. À l'intérieur du temple, l'escorte demande calmement au jeune voyageur ce qui l'amène à Gradil. Assis dans le hall principal, Ragnan répond qu'il cherche quelqu'un, et le prêtre propose son aide. Il parcourt côte à côte les vastes couloirs silencieux du luxueux siège religieux. Ragnan jette un coup d'œil discret aux détails sculptés sur les murs du temple, à l'affût du moindre indice. L'escorte remarque que l'endroit est plutôt modeste, mais invite le jeune homme à s'asseoir et à prendre une tasse de thé. Le jeune homme accepte poliment l'invitation et remercie sincèrement le chef religieux pour son hospitalité. Le thé fumant est délicatement servi dans la tasse en porcelaine posée sur la table basse. L'escorte s'excuse pour l'impolitesse du garde à l'entrée, expliquant que la ville traverse une période extrêmement compliquée.
Ragnon lui demande s'il fait référence au phénomène de cristallisation des corps et s'interroge sur la possibilité qu'il s'agisse d'une sorte d'épidémie. Le grand prêtre marque une brève pause, la coupe près des lèvres, comme s'il pesait le pour et le contre. Il la repose et explique que, puisque le jeune homme a tout vu de près, il est juste de lui exposer la vérité. Ragnon écoute attentivement ces paroles, ne manquant aucun détail important de l'explication. L'escorte fixe le thé fumant et affirme catégoriquement qu'il ne s'agit absolument pas d'une épidémie. Il explique qu'il ne s'agit que d'un immense malentendu, fruit de la peur, et déplore de n'avoir pu, lui aussi, rétablir la vérité sur cette rumeur. Ragnon, plongé dans ses pensées, contemple son reflet dans le thé et se demande pourquoi la ville a été bouclée si ce n'est qu'un malentendu orchestré par l'Église. Ragnon se demande si, en l'absence d'épidémie, il n'y a aucune raison de maintenir la ville bouclée. Escorte explique que les citoyens sont tellement anxieux que la moindre information les effraie, et la vue d'un inconnu pourrait facilement déclencher la panique. Ragnon change de sujet et demande au prêtre ce qu'il adviendra de l'homme qui s'est effondré à l'entrée du fort. L'escorte esquisse un sourire énigmatique et déclare que l'Église elle-même cherche encore des réponses dans cette affaire. Il explique qu'un sanctuaire de purification se trouve à l'intérieur de l'Église et sert de refuge à ceux qui traversent l'épreuve. Le prêtre assure que les personnes qui s'y trouvent poursuivent leur combat contre leur jugement par des prières sincères. Il ajoute qu'il prie aussi pour eux chaque jour et qu'il a confiance qu'en fin de compte, Urnia donnera une réponse définitive à la cité. Plus tard, Ragnon, perdu dans ses pensées, erre seul dans les rues sombres et silencieuses de Great-Hill. Le jeune homme repense aux explications d'Escorte concernant la capacité des habitants des temples à retarder la cristallisation grâce à leur foi. Il se souvient également de la promesse confiante du prêtre selon laquelle la divinité remédierait à ce terrible problème. Ragnon réfléchit en silence à toute cette histoire de jugement divin orchestrée par l'église d'Urnia. Il commence à faire le lien entre Ratville, l'église de Great-Hill et les cristallisations, convaincu qu'il ne peut s'agir d'une simple coïncidence. Soudain, un éternuement sonore venant de derrière lui le surprend, et le jeune homme se retourne brusquement, sur ses gardes. Ragnon aperçoit Elquin sur son épaule et lui demande quand il est arrivé. L'oiseau répond, il vient d'arriver. Il demande, surpris, si les esprits éternuent, et Elquin rit doucement, avouant qu'il a simplement essayé de l'imiter car il se sentait à nouveau oublié. L'oiseau bleu change de sujet et demande au jeune homme quel est le plan pour la suite. Ragnon lève les yeux vers les tours du temple et répond que, pour l'instant, il devra rester un peu dans cette ville. Il affirme que le prêtre cache quelque chose, mais c'est qu'il ne peut pas s'attaquer directement à la puissante église d'Urnia. Le jeune homme en conclut qu'il lui faut trouver une autre issue, ignorant totalement qu'une silhouette mystérieuse l'observe depuis l'ombre de la ruelle. Ragnon perd une présence hostile tout près de lui et ses yeux s'écarquillent lorsqu'il comprend un danger imminent. Avant qu'il puisse réagir, l'agresseur le saisit par derrière. Surgissant de nulle part, et lui couvre la bouche pour l'empêcher de crier. Elquin tente de l'aider en s'arrêtant autour de lui tandis que le jeune homme se débat frénétiquement pour se libérer de cette étreinte suffocante. Les yeux brûlants de rage, Ragnon rassemble ses forces pour riposter à ce Seobba. Il canalise sa magie du vent pour déclencher une rafale d'air comprimé et repousser l'assaillant. Ses peines à NT, ce dernier se déplace rapidement et parvient à saisir violemment le bras du jeune homme, interrompant ainsi sa ripoteux. Ragnon utilise son élan pour esquiver, sautant en arrière pour se mettre à distance de sécurité. L'homme encapuchonné recule légèrement, grommelant à cause du coup de vent, mais reprend rapidement sa position de combat. L'agresseur laisse échapper un rire sarcastique, commentant la malchance du jeune homme qui s'est jeté sur son chemin. Il se vante de connaître quelqu'un qui maîtrise parfaitement cette même magie du vent, ce qui lui permet de la contrer efficacement. L'homme marque une pause pour observer le visage de Ragnon, commentant qu'il ressemble trait pour trait au lâche qu'il connaît. Ragnon laisse échapper un soupir de lassitude et révèle son identité à l'agresseur, indiquant clairement qu'il s'agit de son ami Édouard. Le mercenaire, les yeux écarquillés, affiche une expression de stupéfaction totale en reconnaissant enfin la voix de son ancien camarade. Édouard, visiblement surpris, appelle Ragnon à grands cris et lui demande ce qu'il fait là. Il rit aux éclats, visiblement ravi des retrouvailles, et salue Élan d'un ton enjoué, tandis que Ragnon proteste et exige des excuses. Édouard éclate de rire et péalisante, expliquant que ce coup bas n'était qu'une façon de lui dérouler le tapis rouge. Les deux s'assoient par terre dans la ruelle pour discuter, et Ragnon demande à Édouard ce qu'il a amené dans le quartier de Great-Hill. Édouard Beaucaire, mercenaire du groupe Gromet, rétorque en riant qu'un soldat de fortune va toujours là où il y a de l'argent. Ragnon se souvient d'avoir rencontré Édouard un an auparavant, lorsqu'il avait rejoint la bande de mercenaires pour traquer Kleines. À l'époque, Édouard se moquait beaucoup du jeune homme, le prenant pour un gamin gâté et faible, le nez plongé dans ses livres.
Le colosse l'attrapa par le col et lui promit avec arrogance de faire de Ragnon un véritable mercenaire. Ragnon se souvient des corvées épuisantes qu'il était contraint d'accomplir seul, comme cueillir de délicates fleurs magiques sans utiliser une seule goutte de magie. Il se souvient aussi des missions dangereuses contre les bandits, où Édouard subtilisait du butin supplémentaire pour sécuriser son propre argent.